Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Wartan sur Synapse TV. Aujourd'hui, nous allons parler de développement durable, mais encore d'environnement. Et pour cela, nous recevons deux panélistes que sont M. Dia et Mme Ndiaye. Mais avant, laissons-les se présenter. Mme Ndiaye, dites-nous un peu plus sur vous. Merci Awa de nous avoir invités sur ce plateau. Je suis Yama Ndiaye, jeune entrepreneuse dans l'agroalimentaire. J'ai une formation de base scientifique au lycée, jusqu'au lycée. Et à l'université, je fais la géographie. En parallèle, une formation en ingénierie des affaires, option marketing et communication. Et depuis lors, mon petit savoir-faire est orienté dans le monde des affaires agroalimentaires, tout ce qui est valorisation, promotion, transformation et distribution. D'accord, merci beaucoup. Alors, et vous, M. Dia? Bien, donc bonjour, merci de me faire venir sur ce plateau, d'avoir en face de moi une panéliste de renommée, Madame Ndiaye. C'est un énorme plaisir de vous avoir en face de moi. Donc je me présente, moi je suis le docteur Mamadou Dia, donc je suis enseignant, professeur des universités. Pas dans le passé parce que jusqu'à présent j'enseigne dans des instituts et puis au niveau de l'université de Dakar. Mais entre-temps, j'ai été au Conseil économique, social et environnemental pendant à peu près 8 ans où j'ai été le conseiller spécial en charge des problèmes environnementaux auprès des présidentes, Mme Aminata Tall et Mme Aminata Touré. Donc actuellement, je suis expert conseil et je m'occupe un peu des problèmes environnementaux, surtout en ce mois-ci avec le problème du pétrole et du gaz. Bien, je rajouterai, excusez-moi, que je suis membre de la Commission nationale des changements climatiques dans la commission transfert de technologie. Et j'ai eu à accompagner aussi en tant qu'expert conseil le président de la République à la présentation des accords de Paris et à leur signature à New York et surtout au changement des OMD en ODD en 2015 à New York. J'étais le conseil auprès du président de la République en charge de ces questions. D'accord, merci beaucoup à vous, M. Dia. Alors, comme annoncé tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons parler d'agrobusiness et d'environnement. On sait très bien que l'un des défis principaux que doit relever le secteur agricole consiste à nourrir une population mondiale. Mais alors, qu'en est-il de l'environnement, Madame Dia? Oh là là. Je ne dirais pas que c'est une rêve, mais c'est toute une réalité qui est possible. Nous pouvons nourrir le monde entier à travers l'agroalimentaire. Mais toujours, le facteur plus important, c'est la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, on sait très bien que l'environnement est agressé. Je ne dirais pas menacé, mais plutôt agressé. Parce qu'il y a une forte exploitation des ressources naturelles, que ce soit halieutiques, que ce soit forestiers, que ce soit agricoles, etc. Les pratiques nous ont agressés, raison pour laquelle c'est possible, mais avec un très grand point d'interrogation. Il faudrait un petit point là-dessus pour voir une façon modérée d'exploitation des ressources. Si vous me permettez de donner des exemples, nous avons vu l'apparition du pétrole au Sénégal. Les ressources halieutiques deviennent de plus en plus rares parce que la mer est aujourd'hui un dépotoir. Ce qui veut dire que les espèces tendent à disparaître. À Saint-Louis, nous avons entendu tous les jours ou pratiquement chaque seconde le cri de nos frères pêcheurs qui ne peuvent plus pratiquer leurs activités de pêche parce que la zone est en train de faire, dans la zone de Saint-Louis, des travaux effectués leur empêchent de mener aisément leurs activités. Ça, c'est un exemple. L'exploitation forestière du bois à des fins diverses d'exportation ou de transformation pour nos meubles agresse la nature à travers le changement climatique. Donc, nous pouvons bien s'en servir de la nature, de l'environnement, de nourrir les populations à leurs besoins divers, mais quand même qu'on pense au repos biologique des différentes espèces. C'est une belle réalité, mais qui nécessite une belle réflexion et une patience dans l'exploitation. Effectivement. Alors, je retiens en fait de votre intervention que nos ressources naturelles sont agressées.
Monsieur Dia, elles sont agressées par qui, ces ressources naturelles? Bien. Elle a bien posé le débat. Donc les ressources naturelles sont agressées, mais l'agression ne date pas d'aujourd'hui. Donc il faut faire l'historique d'où vient le changement climatique, jusqu'où ça peut aller, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on peut en retirer, surtout dans le domaine agricole. Donc permettez-moi de faire juste l'historique, parce que moi je ne dis pas changement climatique, je dis changement du climat. C'est le climat qui change, parce que quand on dit changement climatique, c'est changement en fonction des latitudes à certains niveaux. Mais ici, pour moi, le monde est un village. Quand ça change quelque part, ça change partout. C'est pour cela que je ne dis pas changement climatique avec S, et donc je dis changement du climat. Le changement du climat, ça a toujours existé. Si on est à l'ère quaternaire, c'est qu'on est passé par différentes ères. C'est quoi les différentes ères? On a eu l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire, et on est en ère secondaire, en ère terminale qu'on appelle l'ère quaternaire. C'est notre ère. Et à la fin de chaque ère, il y a eu un grand changement du climat d'abord. Donc ce changement a fait qu'il y ait des espèces qui ont disparu. Il y a eu un moment de répit et après il y a eu d'autres espèces. Donc il y a une autre ère qui s'est développée. Et actuellement on est à l'ère quaternaire. Donc il y a 4 fois dans le temps, dans l'histoire de la Terre, 4 changements majeurs. Et tous ces changements majeurs ont été dus à des phases d'extrême énergie, ce qu'on appelle l'enthalpie, où on a eu une énergie qui s'est développée et ça fait qu'il y a eu des incendies un peu partout et après il y a eu des glaciations. Donc l'époque primaire c'était pareil, l'époque secondaire tout le monde se rappelle de ce qu'on appelle les dinosaures. Les dinosaures ont disparu parce qu'il y a eu un incendie, il y a eu du feu, il y a eu quelque chose qui a percuté la Terre, qui a fait qu'il y a eu des incendies un peu partout. L'ère tertiaire, c'était pareil, et on rentre dans l'ère quaternaire. Mais ces changements-là sont dus à des phénomènes qui étaient naturels. C'est quelque chose qui a touché la Terre. Mais cette fois-ci, c'est nous-mêmes, c'est les humains qui sont en train de créer la fin de cette ère. Donc à chaque fois, il y a eu de l'énergie qui s'est dispersée. Cette énergie s'est transformée en feu, mais ça a été naturel. Mais cette fois-ci, c'est nous. C'est nous, par nos industries, qui sommes en train, nous, de nous développer de l'intérieur, de développer des énergies de l'intérieur, de nous réchauffer de l'intérieur et de partir à un moment où on ne pourra plus avoir le soleil qui puisse rentrer. Donc, les fins des ères ont été dues à des éléments extérieurs qui ont percuté la Terre. Mais cette fois-ci, notre ère, c'est nous qui nous développons. Et nous nous sommes rendus compte que depuis le développement, disons, depuis l'ère industrielle, on a développé des industries qui sont en train de réchauffer la nature. Et ces industries, c'est des combustions des énergies fossiles. Donc, combustion du charbon, combustion de certains gaz. Et ces certains gaz-là sont en train de lever la température et ça fera de telle sorte qu'on va disparaître. Et c'est ça actuellement qui pose les changements climatiques. Donc les changements du climat. Le climat est en train de monter, la température est en train de monter. Et le GIEC, c'est-à-dire le groupement interprofessionnel des experts du climat, ce groupement s'est réuni et on s'est rendu compte que le 1,5 degré qu'on prévoyait en 2050, en 2030, on va l'avoir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la Terre va se réchauffer. Ça signifie qu'il va y avoir des catastrophes intérieures. Ça signifie que les glaciers vont fondre. Ça signifie qu'il va y avoir, disons, des inondations, mais ça signifie aussi qu'il va y avoir, disons, des déserts qui vont se développer un peu partout. Le changement, comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée. S'il y a des inondations d'un côté, il y a de l'autre, disons, des déserts qui vont se créer. Nous, on se rend compte, à notre niveau ici, on a le désert qui descend, on a le Sahel. Le sable qu'on n'avait pas sur Dakar, nous l'avons maintenant. Tous les jours, vous avez du sable. Et ça, c'est des phénomènes qui sont dus au changement du climat. Donc, ce changement du climat induit aussi sur des facteurs. Quand on parle de l'agriculture, quand on parle de l'agrobusiness,
Quand on parle de la culture qui va nous aider à nous en sortir, cette culture, cette agriculture est fonction des prérequis. Et on en a certains prérequis. L'agriculture dépend de l'eau. L'agronomie, l'agrobusiness dépend de l'eau, dépend de la qualité de l'eau, dépend de la nature de l'eau. Et ce taux-là, s'il y a des inondations, soit on va avoir trop d'eau, soit on va avoir de pertes d'eau. Ça, c'est de un. Ça, c'est l'eau. Les sols, la nature des sols. Les sols vont se dégrader. On va avoir la salinisation des sols. On le connaît dans le Sine Saloum. On le rencontre dans certaines parties. Et après, le sol, on va avoir la nature de ce qu'on va mettre sur le sol pour le rendre fertile ou pas fertile, ce qu'on appelle les intrants. Donc il y a le foncier. Le foncier, quand on fait de l'agriculture, quand on fait de l'agrobusiness, il nous faut des terres. Les terres, soit on les a, soit on ne les a pas. Donc si on a une dégradation de terre, on a moins de terre pour l'utiliser. Donc on a toutes ces choses-là qui font que les trois matières fondamentales qui rentrent dans l'agronomie, dans l'agriculture, ces matières-là sont agressées. Et quand ces matières sont agressées, on a du problème à nourrir le monde et à nourrir, surtout à nous nourrir actuellement. Donc l'agriculture est fonction de ces changements climatiques à travers ces trois paramètres. À travers l'eau, à travers la nature du sol, à travers le foncier, nature du sol, et aussi à travers les intrants qu'on appelle les semences. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà. J'étais un peu long, mais je m'en arrête là. Non, c'est très bien. Alors, dans votre intervention, j'ai remarqué que vous avez parlé du développement des industries. Et dans le développement des industries, je trouve que l'agrobusiness s'y trouve, vu qu'on parle aujourd'hui du développement de l'Afrique qui doit nécessairement passer par le développement de l'agrobusiness. Madame Ndiaye, comment est-ce qu'il faut faire pour réduire l'empreinte écologique en préservant les ressources naturelles pour les générations futures? Comment vous, en tant qu'agropreneur aujourd'hui, vous allez faire à votre niveau, vu que l'agrobusiness, une chaîne de valeur, il y a des agriculteurs, la transformation et tout, à votre niveau, comment est-ce que vous allez faire pour réduire cette empreinte écologique? Bon, à notre niveau, Awa, nous sommes même déjà là-dessus. La meilleure solution pour nous dans l'agrobusiness, c'est d'écouter nos consommateurs. Les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants et font attention à ce qu'ils consomment. Ce qui veut dire qu'ils eux-mêmes surveillent la matière première utilisée pour arriver à la transformation finale. Ceci est de notre responsabilité aussi de répondre à leur cahier de charge pour vendre, pour leur nourrir. Raison pour laquelle on part de ce constat général que pour donner solution à tout ça, il faudrait sensibiliser le producteur. La question du foncier, la question des terres et des semences est toujours dans notre quotidien. Parce que si le produit a été produit à partir du sol avec des intrants chimiques qui ont des effets très néfastes sur l'écosystème, ça est aussi facteur de changement du climat, comme il vient de le dire. Donc, la pratique de l'agriculture doit revenir de façon beaucoup plus naturelle, réduire les intrants chimiques, mais passer par la transformation. Je suis bien d'accord de l'adage que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les débris et les déchets du jardin peuvent être transformés en compost pour enrichir et fertiliser les sols. Les semences sélectionnées doivent être des semences réutilisables. Mais aujourd'hui, avec la science et les technologies, nous sommes dans des semences qui ne sont pas réutilisables. Ou si on reprend les mêmes semences, la production n'est pas intéressante, les semences hybrides. Donc tout ça tend à disparaître. C'est une menace au niveau de la production. Et si on n'a pas de matière première pour produire, l'industrialisation qui peut nourrir le monde aussi, ce serait un rêve. Raison pour laquelle, même pour faire l'industrialisation, il faudrait quand même penser à l'énergie renouvelable. Ne pas utiliser tout le temps utilisation abusive des énergies, mais pourquoi pas exploiter le solaire
au niveau des unités de transformation, les chambres froides solaires, les gaz solaires, tout ça, on utilise le soleil qui est un cadeau de l'humain, de l'homme sur Terre. Il faudrait les exploiter afin de pouvoir réduire certaines pollutions. Si je dirais aussi l'industrialisation est un facteur de développement durable, c'est à condition qu'on respecte tout ce processus qui paraît long, mais aussi ce n'est pas long, mais c'est plus rapide et c'est beaucoup plus intéressant que d'investir aussi beaucoup d'argent pour transformer alors qu'on a un cadeau divin. Alors, dans ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Vous avez parlé de l'industrialisation. Aujourd'hui, on se dit que l'Afrique doit passer à l'ère de l'industrialisation. Si elle revient en fait au moment de l'agriculture familiale, les petites fermes, le naturel, la production en fait n'a pas cette valeur-là ou cette quantité-là qu'on attend en fait des producteurs agricoles africains. Vu que vous, agropreneurs aujourd'hui, votre objectif, c'est d'avoir de grandes entreprises. Elles ne doivent pas rester des bébés entreprises, mais elles doivent évoluer. Et pour qu'elles évoluent, il faudrait que la matière première que vous avez soit en quantité suffisante. Mais si les agriculteurs utilisent cette méthode naturelle, la production ne répondrait pas à vos besoins, à vous. Comment est-ce que vous pouvez... Je vais répondre facilement à cette question-là. Mais elle a dit quelque chose d'extrêmement important, c'est l'ensoleillement. Donc, nous, il faut qu'on parte de notre fragilité à la résilience. Et de cette résilience-là, il faut qu'on en fasse une force. Donc, on a bien montré qu'avec la Covid, personne ne pensait qu'on allait s'en sortir. L'OMS nous classait parmi les... On allait tous disparaître. Quand vous lisez les journaux, quand il y a eu la Covid, tout le monde s'attendait à ce que l'Afrique disparaisse en premier. Donc, ça, c'était le catastrophisme occidental vu de notre côté. Mais nous, on a une capacité de résilience. Et cette capacité de résilience, c'est notre fragilité qui nous permet. Et cette fragilité, nous avons des indicateurs. Le soleil, il y a 3000 heures d'ensoleillement en Afrique. Imaginez-vous que vous montez au nord, ils ont entre 200 et 300 heures par an. Nous en avons 3000. 3000 heures d'ensoleillement. Imaginez ce que ça peut être. Il suffit simplement qu'on nous pousse un tout petit peu pour qu'on puisse s'en sortir. Donc ça c'est extrêmement important. L'agriculture familiale que nous avons, on va se servir de cette agriculture familiale pour en faire une force et devenir ce qu'on appelle des moteurs dans ce qu'on appelle l'agrobusiness. Donc cette agriculture familiale utilise quoi? Utilise des produits qui sont naturels, utilise des intrants, utilise des graines qu'il n'y a que les familles qui le savent. Donc il y a une historique. Et cette historique-là va servir à l'agriculture, à l'agrobusiness. Donc il faut qu'on se serve. Nous avons un point de départ. Et ça, nous avons une force. Et cette force-là, elle est là. Elle part de l'agriculture familiale pour aller dans l'agrobusiness. Maintenant, l'agrobusiness, pour moi, il ne faut pas qu'on mette l'agrobusiness un peu partout. L'agrobusiness, comme j'avais dit l'agriculture tantôt, il faut se servir des prérequis qui sont là. Et j'avais cité 3 prérequis qui sont fondamentaux. Le premier prérequis, c'est l'eau. Le deuxième prérequis, c'est le sol, la qualité du sol. Et le troisième prérequis, c'est le foncier et c'est les intrants. Et ces choses-là, nous ne pouvons les faire rentrer dans quelque chose qui puisse être normal, qui puisse être bénéfique, que quand on va dans des endroits où ça existe. Et ces endroits, c'est les grands bassins. Tout le long du fleuve Sénégal. Donc, le fleuve Sénégal, nous avons la terre, nous avons le foncier, nous avons l'eau, nous avons les grands bassins qu'on trouve un tout petit peu partout. Si on ne les a pas, on les crée. Donc, on a le foncier. Il faut qu'on trouve d'abord des terres, qu'on trouve d'abord un foncier, et de ce foncier-là, qu'on puisse voir comment rendre les sols fertiles. Et à partir du moment où on a rendu les sols fertiles, maintenant, l'eau, ça doit couler. Et l'eau coule. Imaginez-vous qu'on a plus d'1 200 000 mètres cubes à la seconde qui disparaissent à Saint-Louis. C'est de l'eau douce au delta. Il suffit simplement de capter cette eau-là à travers des bassins comme le lac de Guiers et les faire écouler naturellement. Et ça existait dans le passé, ce qu'on appelle les vallées fossiles. Donc cette eau-là, ça peut circuler à travers des réseaux, à travers des chevelus, ça peut circuler sur tout le Sénégal. Nous, on n'est pas en manque d'eau. On est en eau positive.
Le Sénégal ne manque pas d'eau. Même si, bien entendu, vous êtes aux Almadies, si vous arrivez de ne pas avoir de l'eau, ce n'est pas grave. Mais vous ne comptez pas. Ce qui compte, donc nous, disons que c'est les agriculteurs, c'est les paysans. On a cette chance-là d'avoir de l'eau douce qui coule en surface et de l'eau douce qui est dans les nappes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, l'agriculture familiale va nous servir de leur passé, de leur historique, à choisir les graines. Et là, je glisse vers ce qu'on appelle tout ce qui est l'agriculture qu'on trouve actuellement, que les Européens viennent nous prendre ici avec les parapharmacies, toutes ces choses-là. Nous les avons. Et ça, c'est une force, ça, c'est une chance. Il suffit simplement de créer cette chose-là, de créer, pas une industrie, mais de créer une ligne. Et entre-temps aussi, il va falloir former les gens aussi. Former les gens, la formation, elle est extrêmement importante. Former les gens, prendre ce qu'on appelle l'historique de nos ancêtres. Par exemple, les outils qu'ils utilisaient, on essaye de les mettre au niveau de l'industrie pour en faire quelque chose dans l'industriel. Donc, c'est une formation qui se sert de notre passé. Nous, on ne doit pas utiliser une formation qui vient d'ailleurs, mais une formation d'ici. Adapter les outils, adapter aussi les filières que nous avons. Nous avons pas mal de filières. En faire une quinzaine. Filière de maïs, filière du riz, filière de l'horticulture, filière des petites graines. Et puis en plus, dans l'agrobusiness, j'oublie pas ce qu'on appelle l'élevage. Il faut remettre l'élevage à l'intérieur de l'agrobusiness et en faire un grand domaine qu'on appelle le développement rural. Ne pas sortir l'élevage. Quand on prend une ferme, et dans la ferme, on peut faire de l'agrobusiness et on peut en faire aussi une ferme à l'intérieur où il y a l'élevage, où on produit du lait, on fait du fromage. Actuellement, le fromage que nous consommons, que vous consommez, vous là, vous les gens des Almadies, vous consommez le Gouda, vous consommez le vache qui rit, mais il n'y a pas un fromage made in Sénégal. Moi, je ne le vois pas dans les supermarchés. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont là. Donc, on a, comme les autres, nous avons des vaches, nous avons du lait, nous avons de cette production, nous avons tout ce qu'on peut utiliser pour en faire. Donc, nous avons les moyens de nous rendre heureux, nous avons les moyens, disons, de notre subsistance agricole. Nous avons les moyens aussi de nous servir de notre agronomie, de nos produits agricoles pour nourrir le Sénégal, pour nourrir l'Afrique. Mais il faut d'abord le canaliser, il faut d'abord le réglementer, il faut d'abord, pour moi, se servir des grands bassins que nous avons et essayer de revenir vers là. Surtout de ne pas tout cantonner dans la région de Dakar. Tout se cantonne ici. On ne peut pas faire de l'agrobusiness ici à Dakar. C'est pas possible. Mais attends, pour moi, l'agrobusiness, il faut avoir une ferme, il faut avoir des terres, il faut avoir un foncier, et de ce foncier-là, pouvoir faire des produits, bien entendu, les amener vers Dakar pour les rendre. Effectivement. Alors, ce que vous avez dit est très intéressant, M. Dia. On peut faire de l'agrobusiness à Dakar ou pas? C'est tout à fait possible parce que Sangalkam fait partie de Dakar et il y a l'ANIDA qui a aménagé là-bas. Et je dirais plutôt je reviens un peu sur la formation, M. Dia. C'est un point essentiel. La technologie, l'innovation est un résultat de la formation. Il faudrait que nous revoyions ensemble le système de l'éducation, adapter les modules aux besoins. On peut être étudiant pendant plusieurs nombres d'années et ne pas pouvoir avoir une activité autour de l'agrobusiness. Le savoir est là, mais ils ne savent pas les convertir dans l'utilisation, dans la pratique. Raison pour laquelle, de passage, je salue nos frères africains, particulièrement du Bénin, où j'ai eu à visiter plusieurs fois dans le cadre de l'agrobusiness et où j'ai découvert aussi une ferme magnifique qui est le Songhai, avec Père Zamouzo, qui vraiment est une référence. L'ANIDA est en train de faire pratiquement la même chose, mais ça sert toujours d'échanger avec l'autre. Prendre l'innovation ici, comparer avec l'autre et prendre et ramener. Ce qui va que l'exemple de l'Israël qui exporte des fruits, alors qu'on sait que la géosituation de l'Israël n'est pas un pays qui est vraiment adapté à l'agriculture. Le système de goutte à goutte leur facilite quand même la pratique de l'agrobusiness.
jusqu'à ce que dans les grandes surfaces européennes, on trouve des from made in Israel. Et certaines possibilités qu'ils ont données à des agripreneurs sénégalais ont donné des résultats. De passage, je me présente encore, je suis dans l'interprofession des acteurs de la mangue du Sénégal. C'est une des organisations dans lesquelles je suis engagée pour valoriser la mangue du Sénégal. Et on est dans cette organisation avec l'interprofession africaine de l'Afrique de l'Ouest. Ce modèle de goutte à goutte appliqué dans les fermes avec la mangue a donné énormément d'excellents résultats. Parce que la pluviométrie sénégalaise est très limitée. Et ça commence de plus en plus devenir rare, l'eau. Nous n'avons pas la technologie de capturer l'eau, de les conserver et de les réutiliser dans la pratique agricole. Donc, c'est le moment de penser comment accompagner les agriculteurs dans la récupération de l'eau. L'eau est un facteur essentiel dans l'agrobusiness. Et essayer de voir aussi comment les accompagner au fur et à mesure à laisser les intrants chimiques. Les grandes industrielles européennes font la promotion de leurs intrants naturels, biologiques, pour nos producteurs sénégalais. Et pourtant, nous avons assez de matière pour faire ce compost. Il suffit juste de renforcer la DPV, il suffit juste de renforcer l'ISRA, il suffit juste de questionner les résultats universitaires des différents laboratoires de l'Université de Dakar, etc., de Saint-Louis, UGB ou de l'ESP. Ensemble, ils peuvent sortir d'excellents résultats, non seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique. Et moi, je dis que, je dirais même pas que c'est un malheur, mais une petite honte, que d'autres qui ont joué sur l'impact néfaste du climat reviennent nous vendre du compost. Alors que l'Afrique a plus de terre, l'Afrique a plus d'eau, l'Afrique a plus de soleil, nous avons tout le nécessaire. Mais le problème aussi qui est à ce niveau est que le modèle que nous avons de développement agricole, économique, est celui de l'Europe. Et ce sont ces Occidentaux-là qui viennent en Afrique nous faire des formations sur comment planter, sur comment augmenter sa production. Là, il y a un souci. Oui, c'est pour cela que je disais qu'il faut se servir, disons, de l'agriculture familiale, donc des outils de l'agriculture familiale. Donc c'est des outils, c'est notre histoire. C'est nous, ça vient de nos parents. Donc nous, on va se servir de ça pour faire des modules et ces modules en faire, disons, des pionniers pour pouvoir enseigner tout ce qui est formation, pour pouvoir donner des formations dans l'enseignement supérieur. Je fais partie, et je fais partie jusqu'à présent justement, de la Commission nationale des changements climatiques dans le secteur, dans la sous-commission transfert de technologie, donc au niveau international. Donc au niveau international, nous discutons avec des collègues pour ce transfert-là de technologie. Mais nous, ce n'est pas pour transférer leur technologie. Actuellement, 97% des émissions à effet néfaste, ces émissions, 97% sur les 100 viennent des pays du Nord. Nous ne polluons que 3%. Et sur ces 3%-là, il n'y a que 2% ou 1,5% de pollution qui sont vraiment africaines. Je vous explique, les 1,5 ou les deux autres, ça vient des compagnies, des sociétés étrangères qui sont là, mais qui au lieu de le comptabiliser dans le bilan des Occidentaux, ils le comptabilisent dans nos bilans. Par exemple, Areva. Areva est au Niger. Et Areva exploite l'uranium. L'uranium est utilisé pour les centrales nucléaires françaises. Donc cette comptabilité-là, parce que le Niger n'a pas de centrale atomique. Donc l'uranium, quand on extrait de l'uranium, on pollue. Quand ils polluent, ils doivent situer cette pollution au niveau de leur pollution en haut. Mais non, ils le laissent au Niger. Parce que c'est une pollution du Niger. Mais pour nous, ce n'est pas une pollution du Niger. Donc, pour vous dire simplement, nous voulons une coopération sud-sud. C'est-à-dire que les gens du Sénégal aillent enseigner aux gens du Mali et vice-versa. Parce que nous avons la même culture.
nous avons les mêmes niveaux de compréhension et les mêmes niveaux de vie. Donc nous pensons que nous-mêmes, nous pouvons utiliser notre technologie à des fins d'ici. Donc c'est ce que nous préconisons. Je reviens aussi un peu en arrière par rapport à... Bon, je disais qu'il n'y a pas de... On ne peut pas faire de l'agrobusiness à Dakar. C'était pour vous dire, bon, quand on parle de l'agrobusiness, bon, c'est avoir 300 hectares quelque part. Ces 300 hectares, on les trouve un peu ailleurs, bon, plutôt qu'à Dakar. Et quand on fait de l'agrobusiness aussi, pour moi, il y a une variabilité de produits à l'intérieur. Donc, l'agrobusiness qu'on fait le long, disons, des Niayes, c'est un agrobusiness qui est un peu orienté vers soit la mangue, soit les cultures maraîchères, soit ces choses-là. Donc nous voulons des fermes où on a une variabilité de produits à l'intérieur, avec des animaux, avec de l'agriculture, avec des céréales, avec toutes ces choses-là. C'est tout au début aussi, j'avais dit aussi une chose, j'avais dit qu'on choisisse une quinzaine de filières. Et on travaille sur ces quinzaines de filières. Et on met des étudiants, on met la formation. Si on veut du maïs, les gens étudient le maïs de A à Z. Qu'est-ce que ça peut être? Quels sont les produits? Quels sont les sous-produits? Quels sont les dérivés? Comment on peut faire des déchets du maïs? On a fait des produits. On prend l'arachide, on a fait des produits. On prend le mil, on a fait des produits. On prend les choux, on prend tout ce qui est culture maraîchère. Parce que nous avons toutes ces choses-là. Nous avons ces fertilisants biologiques qu'on peut utiliser. Nous ne pouvons pas tout le temps essayer d'exporter, essayer d'importer du compost. Nous avons du compost. Le compost, c'est un résidu. C'est des résidus des produits de l'agriculture. Et puis, en plus de cela, j'ai dit, le compost qui vient de là-bas, il y a un problème. Parce que le compost, on mélange des bouts de station d'épuration dans ce compost-là. D'ailleurs, il y a une norme française qui s'appelle la norme 44051. C'est des composts de bouts de station d'épuration qui ne peut être utilisé que dans des cultures céréalières, mais pas dans des légumineuses. Quand on fait du compost, il faut un compost à cycle long, un compost à cycle court. C'est-à-dire soit dans les légumineuses, soit dans les céréales. Le compost qui vient des stations d'épuration, c'est des composts qui doivent être à cycle long. Donc les cultures céréalières, donc le riz, donc le maïs, le mil, mais pas dans des légumes. Quand je vois que ce compost est utilisé ici dans la zone des Niayes, je me pose un problème. Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nous, toutes ces filières-là, quand on fera une formation, quand on formera des gens, quand on formera des universitaires, quand on développera, disons, ces choses-là au niveau de ce que vous appelez la DPV, l'ISRA, on sera à même. Donc, la formation, elle est extrêmement importante. Il faut qu'on aide nos jeunes à cette chose-là. Il faut qu'on pousse nos jeunes à une formation qui va dans ce sens-là. Comme on dit, on apprend de 7 à 77 ans. Donc tous les jours, on apprend. Il faut continuer à apprendre. Donc il faut qu'on fasse des formations. Il faut qu'on s'ouvre à nous-mêmes. Et les formateurs, c'est des formateurs d'ici. Il faut trouver des formateurs locaux. Il faut la coopération sud-sud. Il y a une autre chose aussi qui est importante avant que je ne l'oublie. C'est, je reviens au changement climatique. On a souvent des calamités. On a souvent des désastres. Donc on a des périodes de sécheresse, on a des périodes d'inondation. Je reviens toujours quand je vais quelque part, quand je vais dans les grandes surfaces agricoles, je pose toujours la question aux producteurs, est-ce que vous avez une assurance agricole? On me dit, qu'est-ce que cela veut dire? En Occident, il y a une assurance agricole. Et quand il y a une catastrophe, c'est cette assurance-là qui vous aide, qui permet à ce que vous continuez à cultiver, qui sert à ce que vous continuez à payer vos employés. Donc, il faut qu'on crée un fonds de calamité ici. Un fonds de calamité. Comment on va créer ce fonds de calamité? C'est-à-dire ce fonds de calamité peut se créer de deux choses, pour moi. Pour aider les agriculteurs, pour aider les gens qui sont soumis. On peut faire ce qu'on appelle un transfert de transfert. C'est-à-dire les immigrés, chaque année, ils font rentrer plus de 2000 milliards. 2000 milliards par an, les immigrés, la diaspora. Et on crée une banque de la diaspora où on fait rentrer cet argent-là. Et de cet argent-là, on en prend un pourcentage, 1%, 2%.
Parce que l'argent est là, l'argent sert à travailler, il y a des intérêts. Au lieu que les intérêts restent dans les banques, on prélève ces intérêts à hauteur de 3% qu'on met dans un fonds. Donc vous prenez 2000 milliards par an, vous multipliez, vous prenez 3%, vous avez 600 millions, des choses comme ça. Et 600 millions peuvent aider. Ou même 600 millions ou 6 milliards, je ne sais plus. 6 milliards. Donc 6 milliards, on peut le prendre. Sur les 2 milliards, il suffit d'en prendre un minimum. Donc on prend un transfert sur les transferts qui viennent de l'autre côté. Et là, j'en suis sûr et certain. Moi, mes parents, j'étais immigré, donc je suis revenu. Mes parents qui transfèrent de l'argent, s'ils savent que leur argent, s'ils sont au courant que leur argent aide à sortir les gens d'ici de leurs problèmes, ils vont être les plus heureux de la terre. Donc une assurance agricole, un fonds de calamité pour aider les gens qui sont soumis à tous ces problèmes-là, parce qu'elle m'a parlé des mangues. Bon, j'ai appris dernièrement que il y a une mouche qui vous pose des problèmes. Parfois, toute la production, elle est pratiquement jetée. Donc ça, ce fonds de calamité, cette assurance peut vous aider, disons, à subvenir ou à, disons, décaler. Donc au-delà de tout ça aussi, par rapport à tous ces transports que vous faites aussi, à ce qu'on crée une norme, une normalisation des produits agricoles, une norme sénégalaise, une norme africaine. Parce que souvent, nous transportons nos produits dans des conteneurs, nos produits vont en Europe, on dit non, ça ne rentre pas, parce qu'il n'y a pas de tel, parce qu'il y a telle ou telle chose, ainsi de suite. Nous créons une norme, et cette norme, on l'impose au niveau international. Voilà la norme africaine, voilà la norme sénégalaise. Si vous voulez acheter quelque chose, donc c'est en fonction de cette norme-là, mais pas en fonction de votre norme. Voilà, il y a pas mal de conteneurs qui sont laissés au port en train de pourrir parce qu'on a découvert telle ou telle chose qui ne rentre pas en Europe. Là, je ne suis pas d'accord. Donc, tout ça, c'est une réflexion sur laquelle, disons, ceux qui sont là, disons, le pouvoir, les enseignants, les universitaires, l'État, puisque vous avez parlé d'ISRA, vous avez parlé de la DPV, donc on se crée une norme de nos produits. Et cette norme-là, on l'impose aux autres. On crée d'abord une norme sénégalaise, après une norme africaine, de la mangue, de telle ou telle chose, au lieu de nous baser sur la norme occidentale. Eux, ils n'ont pas de mangue. Ils ne connaissent pas la mangue. Donc pourquoi ils doivent nous donner une norme de mangue? Ils n'ont pas de mangue, ça ne pousse pas là-bas. Donc ils ne doivent pas nous imposer. Donc s'ils ne veulent pas, on forme. Et il faut qu'on mette aussi des produits ici-là, des industries de transformation de nos produits locaux. Donc on crée des industries pour nous faire de la confiture de mangue sénégalaise au lieu que ça soit à un niveau bas, comme on dit, mais que ça soit à un niveau industriel. Donc des industries de transformation de nos produits, qu'on nous aide, que l'État nous aide. Mais on ne demande pas à ce que l'Occident nous aide. L'Occident nous paye ce qu'ils ont pollué. Les 100 milliards de dollars qu'ils doivent donner par an, qu'ils ne donnent plus. Donc là, on doit pousser. Bon, là, je m'en arrête là avant de parler du pétrole et du gaz. C'est hyper intéressant ce qu'il vient de dire. Donc, j'allais juste rajouter par rapport à la mangue. Effectivement, ils ne produisent pas la mangue. Mais bientôt, l'Espagne est producteur de mangue parce qu'il est tout près de l'Afrique. Le climat, ils ont fait tout pour produire de la mangue. Mais ils n'auront pas la même mangue, ils n'auront pas la même qualité. La meilleure mangue de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal. Absolument. Et elle est compétitive sur les marchés. Effectivement, la mouche des fruits, c'est un problème. Mais le problème peut se régler de façon naturelle. Récemment, en Casamance, il y a une herbe qui est sortie pour pouvoir solutionner cette mouche. Et je suis parfaitement d'accord quand M. Dia évoque l'industrialisation et la transformation. La valeur ajoutée, on ne peut l'avoir que dans la transformation. Mais aussi dans la transformation, il y a la problématique du packaging, de l'emballage adéquat. On est obligé de faire sortir des devises en Chine, en Europe, pour amener des emballages. Alors, ces fonds qui sont destinés à la pollution pour l'Afrique doivent être demandés et donnés aux acteurs. Le malheur ici, il y a des fonds, mais sont donnés aux non-acteurs. C'est l'image masquée de cette nouvelle coopération Nord-Sud, UE, UA. Parce qu'ils vont donner de l'argent, ils vont vous suivre pour les récupérer.
Aujourd'hui, ils demandent des produits certifiés bio. La certification, ce n'est pas africaine, ce n'est pas sénégalaise. Le montant pour avoir cette certification est exorbitant. Ça rentre dans leur caisse. Pourquoi pas africains puissent matérialiser l'Union africaine par l'exigence et imposer une norme qui va de nous, de notre réalité. Les facteurs sur lesquels on prenne en compte pour labelliser un produit bio, le produit africain sénégalais l'est depuis Mathusalem. Donc, parlant de ces fonds et de ces investissements, de la multiplication des fermes, n'oubliez pas que le long du fleuve Sénégal va jusqu'à Kédougou. Cette partie est agressée par l'exploitation de l'or. L'eau est polluée, c'est un fleuve lequel on partage avec la Gambie et le Mali. Il faudrait leur imposer de restaurer les terres et que cette partie exploitée puisse servir encore de réelle exploitation en agrobusiness. Le savoir-faire est là, la technologie est là. Il suffit juste de booster avec les moyens. Par la grâce, M. Dia, si vous avez les moyens de parler, d'orienter, que ces fonds puissent aller aux ayants droit, ce serait magnifique et la seule porte de réussir. Ce qu'on a toujours dit, l'Afrique peut nourrir le monde entier, c'est tout à fait possible. Madame Ndiaye, je rebondis, elle me demande beaucoup de choses. Ce pouvoir, si je l'avais, bon, depuis. Mais, comme on dit, l'espoir, quand on a l'espoir, on déplace les montagnes. Les emballages, parce que vous en avez parlé des emballages, le packaging, toutes ces choses-là, ça c'est important parce que c'est là où on nous coince souvent. Donc souvent nos produits, on dit qu'il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas telle chose. Mais j'avais dit de la fragilité à la résilience. Et c'est cette résilience-là, parce que personne ne croyait qu'on allait sortir de la Covid. Et nous, les Africains, nous les premiers, de toutes les façons, tout le monde allait nous marcher dessus. Imaginez-vous, l'Afrique n'a jamais fabriqué de masques, les simples masques qu'on porte là. Ceux-là, les masques qu'on porte contre la Covid. Il a fallu qu'il y ait la Covid, que les gens se battent, que la France soit dribblée, comme on dit, entre guillemets, à l'aéroport de Pékin par des Américains qui ont pris tous les masques pour que les Français et que les Africains. Nous, on était là. Les premiers masques que nous avons, c'est nous-mêmes qui les avons fabriqués. Et Dieu a fait que là, on va commencer à fabriquer à partir du mois de juin, à 2022, là, à partir du mois de juin, les médicaments, on va les fabriquer ici. Donc, et Dieu fait bien les choses. Au-delà de cette baisse-là, au-delà de cette résilience-là, Dieu a fait que nous avons le pétrole et le gaz. Maintenant, nous sommes crédibles. Quand on va emprunter de l'argent pour faire des industries, on peut faire des industries de packaging, de transformation, on va faire des industries d'emballage. Là aussi, il faut qu'on pousse les nationaux là-dessus. Je suis désolé, mais l'industrie du packaging, actuellement, on sait ce qu'ils ont ici. Ce pluriel qu'ils ont, bon, c'est les même si c'est les Sénégalais, c'est les Libanais qui l'ont. Et il y avait un industriel qui était là, qui le fabriquait, qui a tout fait pour que ça ne sorte pas. Donc, nous, ce qui va sortir, le pétrole, ça va arriver. Donc, on a une garantie financière qui pourra nous aider à ce qu'on mette en place des industries pour le packaging. L'emballage, c'est important. C'est extrêmement important. Donc, il faut qu'on pousse à la qualité. Il faut qu'on veuille quelque chose de bon. Moi, je ne veux pas aller dans un centre commercial, acheter une confiture sénégalaise où dessus, il y a une étiquette qui est décollée. Non, je veux lire qu'il y ait l'étiquette et que ça y soit et que le produit, disons l'emballage, c'est ça qui te permet de vendre le produit. Donc ça c'est important. La certification aussi bio, on se fait notre norme. On le met au niveau international. On a l'ANAC. On a une agence pour nous aider à faire la certification. On le certifie au niveau international et on l'impose à l'international. Et ça nous permettra. Les mines, toutes ces choses-là,
bon, on y est, ça va arriver. En tout cas, moi Madame Ndiaye, moi j'ai espoir. Moi j'ai espoir. Voilà. Vous avez bien parlé à monsieur Dia. Alors, revenons à l'affaire de l'emballage, côté plastique. La loi a été votée, c'est vrai, elle est sortie. Est-ce que ce n'est pas finalement une brèche dans le désert? Parce que malgré cette loi, l'utilisation du plastique est encore répandue ici au Sénégal, partout en Afrique, et même chez vous, les agropreneurs, dans l'emballage de vos produits, c'est le plastique. Ça dit à quelque chose, ça? Oui, donc ça devient quelque chose parce que disons que pour le moment, le remplacement du plastique par autre chose est très, 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 très difficile. Parce qu'on s'est rendu compte que pour le changer, il faut mettre un produit biodégradable. Comme ça, quand on le jette dans la nature, ça se dégrade pendant un moment. Et quand on dit biodégradabilité, c'est-à-dire mettre des ajouts. On met souvent de l'amidon. Et donc, c'est un ajout au plastique pour que ça se dégrade. Donc, ça pose problème. Ça, c'est la question, c'est la question que je voulais poser. Deuxièmement, quand la loi 2004 est sortie, donc 2020 au mois d'avril, on a eu un problème pour le remplacement. Parce qu'au même moment, on a eu dans certains pays limitrophes, on a eu la même loi qui est sortie. Donc, les emballages, on les fabrique ici. Je ne vais pas donner le nom, mais on les fabrique sur la route de Rufisque. Donc, il y a une entreprise qui les fabrique. Et ces produits venaient de l'Afrique du Sud et du Brésil. C'est des produits forestiers. Hein. Ils voulaient remplacer le plastique par le carton, par le papier, par le craft. Et ça venait du Brésil et ça venait de l'Afrique du Sud. Parce qu'on n'a pas assez de forêt, nous, ici, pour ça. Et au même moment, on a eu des problèmes d'approvisionnement. Si bien que quand la loi est sortie, on n'a pas pu remplacer. Parce que nous avons dit que dans un certain moment, on va attendre un temps, on met la loi, on n'applique pas la loi. D'ailleurs, si vous êtes rendu compte, la loi, on ne l'a pas appliquée immédiatement. On l'a laissée pendant à peu près 6 à 7 mois. Donc, pour appliquer. Et quand on a commencé à l'appliquer, tout le monde n'avait pas. Parce qu'il faut avoir des changements. Il faut pouvoir, quand on met le sachet plastique ou quand on met l'emballage plastique, il faut qu'on nous le propose, qu'on nous propose autre chose. Et on n'avait pas assez de produits pour nous le proposer. Donc, on a dit qu'il faut qu'on y mette la consigne. Qu'on mette la consigne. Donc, vous allez prendre là-bas, on a mis des sachets plastiques, on a mis des contenants, on a mis des emballages plastiques pour les consigner. Mais l'Africain n'est pas habitué à la consigne. Et on a dit aussi que est-ce qu'on peut vendre certains produits sans emballage? Là aussi, ça a posé un problème. Tout ça, c'est qu'on a eu des facteurs qui ont fait que l'application n'a pas été bonne jusqu'à présent. Parce qu'on n'a pas eu de quoi remplacer. On n'en a pas eu en quantité pour remplacer le plastique. Mais là, est-ce que certains emballages, on peut les remplacer? On peut remplacer le plastique ou non? Parce qu'on nous l'impose. L'Union européenne, dans certains produits, il faut que le produit il soit emballé. Et s'il n'est pas emballé dans le verre, il faut qu'il soit emballé dans du plastique ou dans du cellophane. Donc là aussi, si vous avez votre produit, si vous ne l'emballez pas tel qu'on vous l'a dit, on vous ramène votre produit. Effectivement, mais quelles sont les méthodes à mettre en place en fait pour éviter qu'aujourd'hui ce plastique-là soit problème pour nous les Africains? Parce que les Européens, ils pratiquent le tri des déchets. Ici en Afrique, on n'a pas cette culture-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah ouais? Ah mais c'est super. En fait, moi je disais que c'est au moment où on discutait de l'interdiction de la plastique, c'est là-bas où c'était pas bien parti. Parce qu'il faut voir les acteurs de la filière. Tout acteur sur une filière est important. Même ici, le planton est important. Vous ne pouvez pas nous empêcher, nous, transformatrices, d'utiliser quelque chose qui nous permette quand même de sortir le produit. Ce n'est pas une question de l'environnement uniquement, ce n'est pas une question de l'Europe uniquement, mais le producteur même doit être consulté. Et que l'ensemble de ces idées doivent servir de synthèse pour voir la faisabilité et l'applicabilité de la loi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est interdit.
Mais il y a des alternatives, il y a toujours des solutions. C'est la communication. Il faut communiquer. Rien que sur l'aspect sanitaire, l'emballage plastique, ce n'est pas bon pour la santé. Inviter les consommateurs à comprendre cela. C'est quoi la solution? C'est de passer à la récupération et au tri. Aujourd'hui, nous tous, nous buvons notre Kirène avec aisance parce que c'est de l'eau minérale. Mais bon, pardon de citer le nom, mais les eaux qu'on boit rares sont dans le verre. Perrier que vous voyez dans le verre. Je suis désolée de citer les marques, je ne fais pas de la publicité, mais toute l'eau qu'on consomme, c'est dans le plastique. Et souvent sont exposés au soleil. Ce n'est pas du tout bon pour notre santé. Pourquoi pas créer des citernes d'une matière à l'intérieur qu'on essaie de tapisser avec de l'amidon pour l'étanchéité et que chacun n'ait pas la complexe de venir prendre sa bouteille, remplir, boire et ramener. Aujourd'hui, je suis dans le cosmétique, mais j'avoue que j'ai des clients qui me ramènent leurs bouteilles pour que la semaine prochaine, je leur donne leurs produits. Parce qu'ils sont conscients que le plastique n'est pas du tout bon pour le produit, hein, mais ils sont conscients que c'est des responsables de la pollution. Le système de la consigne est appliqué là-bas. Heureusement que la technologie avance de telle sorte qu'aujourd'hui, nous marchons sur du plastique et que c'est de l'innovation, les pavages. Voilà. Je peux juste... Ouais. Non, allez-y. Non, mais c'est intéressant. Allez-y, monsieur Dia. Non, parce que je vais parler un peu plus là. Non, allez-y au bout de vos idées. Je préfère que vous continuiez. Voilà. Donc là, elle a dit vraiment deux choses. Elle a dit communiquer. Et puis, bon, on a parlé des déchets. C'est-à-dire... communiquer, c'est important. Communiquer, c'est apprendre à quelqu'un. Communiquer, c'est éduquer. Donc, il y a ce qu'on appelle la communication et l'entendement aussi. Parce qu'il faudrait que ceux à qui on parle aussi, ils soient au courant, qu'ils sachent. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est de un. De deux, c'est par rapport aux déchets. Là où on n'est pas bon du tout, c'est le verre. Il n'y a pas de recyclage, de système de recyclage de verre ici. Donc, c'est pour cela que nous n'avons pas du verre. On le jette. En Europe, on a un système de recyclage du verre. Et le verre, c'est le plus facile, c'est ce qu'on a le plus ici chez nous. Le verre, c'est de la silice. C'est du CO2. C'est du SiO2. C'est de la silice, c'est du quartz, c'est ces choses-là. Et actuellement, il n'y a que deux choses qui sont transformables à l'infini. Deux produits. Un produit organique qui est le miel. À l'infini, il est miel. Le miel, vous pouvez le garder, jamais il va pourrir. Et il y a autre chose. Le verre, vous le recyclez à l'infini. Vous prenez du verre, vous prenez un miroir, vous le cassez, il devient toujours du verre. Donc, il suffit qu'on ait les moyens. Ça, c'est le nœud de la guerre. Donc, c'est pourquoi je disais qu'il faut qu'on fasse le transfert du transfert. De l'argent qui rentre ici, il faut qu'on en prenne pour mettre un fonds. Et ce fonds-là, on aide les calamités et on aide aussi les gens aussi à réfléchir. Il y a des jeunes qui sont formés à l'université. On en a pas mal. Tout ce que vous cherchez, tout ce que vous voulez, il suffit simplement de faire la demande, vous en allez en avoir 40, 50. On a demandé des ingénieurs pétroliers. On ne savait pas qu'il y avait plus de 500 ingénieurs pétroliers à haut niveau qui sont dans le monde. Il suffit simplement de lever la main. Tout le monde veut venir travailler chez soi. Donc, les compétences sont là. C'est le fonds qui manque. Et je pense que quand le pétrole viendra, le fonds dont on nous parle, le fonds local de développement, qu'on va laisser aux gens, le fonds que l'État va prendre, je pense qu'ils vont redistribuer la manne financière pour qu'on puisse aider les jeunes à faire non seulement de la recherche, mais à faire le recyclage de ces déchets-là. Les systèmes sont là, les possibilités sont là. Il suffit d'avoir des fonds. C'est le nœud de la guerre. Effectivement, vous voulez rebondir?
Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Je suis d'accord par rapport au système de récupération. Peut-être pour lui, la matière organique pose problème, mais aujourd'hui, on est arrivé de telle sorte que moi, chez moi, j'ai même arrosé ce matin mon compost pour mettre sur mes plants de nana, pour mettre sur mes plants de fraises, etc. J'ai même de l'ananas chez moi. Il s'agit de faire quoi? De creuser juste au pied du bananier. Vous mettez les épluchures, vous arrosez régulièrement et vont se développer des micro-organiques, des lombricomposts, à qui j'ai même vendu des vers de terre. J'ai vendu même des vers de terre pour dire qu'il faut savoir valoriser et communiquer sur la valorisation. L'économie durable à travers l'agrobusiness est là, mais pour le mettre en grande quantité, c'est en ce moment-là qu'il faut convoquer les différents acteurs. Mettez vos épluchures, mettez vos restes de pain ici. Il y a les moutons dans les maisons qui mangent les restes. Et si vous n'en avez pas de poule à donner le reste de la salade, mettez-le sous le bananier ou un goyavier chez vous et arrosez régulièrement. Quand vous avez un dimanche, rien faire, tournez-le et utilisez ce compost pour changer la terre de vos pots de fleurs. Ça l'embellit davantage. Donc nous ne devons jeter rien du tout. Tout a de la valeur. Tout ce que nous avons a un amortissement, c'est sa durée de vie. Chaque période a une valeur donnée, attribuée à cet article-là. Aujourd'hui, le plastique, récupéré et exporté en Asie. Et quand on a besoin de ces emballages, on court vers là-bas. Le coût du billet d'avion, le voyage, c'est un moyen de pollution. Les avions qui font les pays, de pays en pays, ils polluent beaucoup. Et nous donnons de l'argent pour polluer. C'est un facteur de luxe. Je pars en Chine, je pars à Dubaï. C'est la pollution. C'est des pertes de revenus. Alors qu'eux-mêmes, ils nous suivent encore. Ils ne comprennent rien. Ils viennent s'approvisionner, mais ne savent pas les réutiliser. Ils installent leurs petites unités, récupèrent ce plastique, reconditionner, réexporter. Ils connaissent le cycle de vie d'un produit. Le verre, nous avons la technologie. Le Nigeria en produit. Le Maroc, pareil. Il suffit juste de changer le mode de financement et de voir grand. Aujourd'hui, il y a ma jeune entrepreneur. Si je rêve parce que je vois grand, les gens me disent oh, je ne sais pas quand est-ce que tu vas y arriver. On ne voit que 99% de personnes autour de nous qui nous découragent. Il n'y a que 2%, 1% qui nous encouragent. Parce moi, je vous encourage. Merci beaucoup. Et je vous aiderai beaucoup, je vous encouragerai, je vous pousserai, je vous montrerai les chemins. Et c'est pour cela que je disais que les moyens, il faut qu'on fasse tout pour qu'on ait les moyens. Pour qu'on ait les moyens, je parle du transfert au transfert. Maintenant, il faut un fonctionnement. Donc, il faut réfléchir sur ce fonctionnement. Le modèle du fonctionnement existe, il suffit juste de croire que c'est possible. Aujourd'hui, quand on parle d'industrie, on regarde juste derrière cette image d'industrie ou de projet d'industrie qu'il y ait la main d'un Européen ou d'un Américain pour faire une entreprise au Sénégal. Ça, il faudrait qu'on l'enlève de notre tête. Nous consommons tous des céréales, mais on connaît juste le tchéré, le tchakri, le haro, les granulés. Mais vous savez qu'aujourd'hui, avec la technologie, nous pouvons faire des spaghettis à base de maïs, des macaronis à base de mil, accompagnés du moringa qui est très riche en antioxydants, en protéines, et on change la couleur avec de l'huile de palme. Ça, c'est se nourrir sainement. Parce que quand on mange bien, on évite des problèmes de santé. Et le coût pour se soigner coûte excessivement cher. Et au moment où la personne est malade, il n'y a que des produits chimiques qui sont là pour le secourir, pour lui sauver la vie, alors qu'on peut faire la consommation préventive. Ça ne coûte pas cher. Offrir à un jeune le matériel qu'il faut pour faire la transformation et apporter de la valeur ajoutée. Il n'y aura plus de matières premières, de telle sorte que les acheteurs, ils ne verront que des produits transformés. Donc leur norme sera pour eux, ne sera pas pour nous. Nous avons déjà transformé, il n'y a pas de disponibilité de matières premières, ni de mangue à exporter, il reste que le confiture. Mercedes l'avait
fait quand il avait la possibilité de vendre ses voitures, mais que de seule couleur noire. Ceux qui voulaient être dans une voiture, être en luxe, accepter la couleur noire. Il faut l'imposer. En tout cas, nous, acteurs et actrices, quelques jeunes de ma génération, qui sont des vrais leaders dans leur domaine respectif, que ce soit dans l'agrobusiness, que ce soit dans la santé ou dans un autre domaine, ils sont prêts à changer. Mais nous ne pouvons pas changer seuls. Nous avons des dirigeants, l'environnement sociopolitique et juridique des affaires. Il faudrait qu'on les revoie. Parce que les taxes, c'est ça l'entreprise. Il y a des entrepreneurs qui ne dorment plus parce qu'ils sont stressés, ils sont suivis, ils sont redressés. Et ces taxes au finish partent où? De grâce. Le problème est très profond. Mais vous savez pourquoi vous n'avez pas de masque? Pourquoi vous n'avez pas de masque? Parce que je me sens protégée déjà. Voilà, elle se sent protégée, c'est parce que de la fragilité, on est parti à la résilience. Et c'est quoi la résilience? Et ça, c'est extrêmement important. Le mot résilience, là, il faut qu'on le prenne. Le mot résilience, nous nous sommes adaptés à une situation donnée. Et c'est l'agronomie, c'est l'agriculture qui nous a aidés. C'est la foresterie qui nous a aidés à naître comme ça. Ce n'est pas les produits européens qui nous ont soignés de la Covid. Nous avons été soignés parce qu'on avait le gingembre, parce qu'on avait le moringa, parce qu'on avait d'autres produits africains. Et nous avons utilisé ces produits-là. Tout le monde, les gens, ils ont eu peur. Même ceux qui croient c'est les plus occidentaux qui utilisent les produits occidentaux. Non, parce qu'il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu beaucoup qui se sont soignés. On s'est soigné de nos produits africains. Donc, notre chance, la chance que nous avons la jeunesse. Nous avons plus de 60% des jeunes. Nous avons l'intelligence. Nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes un continent jeune. Nous avons de la terre. Nous avons du soleil. Nous avons du soleil. Et ce qui manque aux autres maintenant, ils viennent de prendre ici. C'est que nous l'avons. Il faut qu'on prenne conscience, nous, de notre force. De ce que nous avons. Qu'on peut changer le monde. Et on pousse et on y va. Moi, en tout cas, j'ai confiance. En la voyant développer partout où elle est, je me dis que elle peut me nourrir jusqu'à 90 ans, jusqu'à ce que je sois tout vieux. En tout cas, on a beaucoup d'espoir. D'accord. Ouais. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de la fin, Madame Ndiaye? Bon, le mot de la fin, c'est que je crois à l'unité africaine. Si on y croit, on va y arriver. Les États-Unis d'Amérique, les Émiratis, l'Europe, c'était juste une idée de projet et aujourd'hui c'est réalisé. Il nous reste, nous, l'Afrique, où c'est le berceau de l'humanité. Ce qui veut dire que tout est parti d'ici et on est le dernier. On doit faire un pont et réfléchir le pourquoi. On doit se concerter du bas au milieu jusqu'au sommet. Et chance à nous qu'on a notre président qui le dirige, de grâce qu'il consulte tout le monde. Et qu'on enlève tout ce qui est barrière. On est dans la CEDEAO, mais dans l'agrobusiness, on souffre. Le produit qui quitte le Bénin pour arriver à Dakar passe forcément par le Mali. Et tous les tracasseries répercutent sur nous. Le coût du transport est triplé avant d'arriver. La sécurité de la marchandise n'y est pas. Alors que c'est un tournoi africain. Le Sénégal et le Mali étaient un seul pays. Il faut qu'on croie que le Bénin, c'est le Sénégal c'est la Gambie, c'est la Guinée-Bissau. Que les questions sécuritaires puissent être réglées, sociopolitiques, économiques et environnementales puissent être réglées. La muraille verte, qu'on y pense davantage. Valoriser davantage le désert pour qu'on puisse arriver à un développement durable avec un socle vraiment solide, tout en préservant la nature. Et de croire encore à l'Afrique pour nourrir tout le monde. Tous ceux qui sont enrichis ont exploité les ressources africaines par la grâce, à travers l'éducation, qu'on puisse orienter les besoins aux industries agroalimentaires. Je
remercie M. Dia, je remercie Awa et salue l'initiative de Wartan. Et je pense que ce ne sera pas notre dernière émission. Et s'il y a des mots que j'ai sortis qui ne sont pas les meilleurs, je m'en excuse à tout le monde et je crois à mon Afrique. Merci, parce que là, elle a touché beaucoup de points. Donc, moi, je suis beaucoup plus âgé qu'elle. Donc, je n'ai pas de regrets. Il fallait que je sois en un temps donné, en un point donné. Mais j'ai beaucoup d'espoir. Ce qui me ferait mal, c'est de ne pas voir ce qui va arriver. Parce que je sais que de nos erreurs du passé, les gens vont s'en servir. Et l'Afrique de demain, l'Afrique de ces 3 ans, 4 ans, 10 ans, ça va être l'Afrique de tous les espoirs. Ça va être une Afrique, comme on dit, leader dans tout. Et pour moi, nos faiblesses sont nos forces. Parce que de nos faiblesses, on a trimé, on nous a laissé. Et on a cherché, on a trouvé. Ou bien, en tout cas, on est sur le chemin. Et j'ai beaucoup d'espoir. Regardez le Sénégal qui a une étoile de plus. Combien de temps nous avons attendu? Et quand ça vient, on dit maintenant, ok, on est sur le chemin. Donc il y a une facilité, il y a l'espoir qui se dégage. Et cet espoir-là, je le vois en chacun d'entre nous. Quand je vois tout le peuple qui sort dans la rue, qui oublie toutes les difficultés, je dis, il suffit d'une simple petite chose pour qu'on s'en sorte. Et cette chose-là, elle est entre les mains de la jeunesse. Et j'en suis sûr et certain que toutes les découvertes maintenant majeures, ces découvertes vont avoir lieu ici. Donc, vont avoir dans l'agronomie, vont avoir dans la reforestation, qui est importante. Elle a mis le doigt sur la Grande Muraille Verte. Et autour de la Grande Muraille Verte, j'ai l'espoir qu'on aura, disons, de grands, comme on dit, compagnies. Et on aura comme on dit, je ne dis pas un amiral, je dis des généraux d'entreprise, donc comme vous, comme Madame Ndiaye. J'ai espoir et je sais qu'il n'y aura que du mieux. On ne peut pas être plus que ce qui est passé, on va avoir mieux du passé. On va se servir du passé pour le présent et pour le futur. Merci. Alors, merci à vous, chers panélistes, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous également, chers téléspectateurs qui nous suivez sur Synapse TV. C'est avec ces quelques notes que nous quittons. Le développement durable, c'est une affaire de tous, pas uniquement des acteurs de l'agrobustesse, mais également des pouvoirs publics, de la jeunesse et tout le monde. Voilà, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, et à bientôt. Un plaisir de faire votre connaissance.